Bonjour et bienvenue. On traîne pas aujourd'hui, on a beaucoup de choses à voir. Alors, énergie. Depuis quelques années, la communauté se déchire autour du reboot des films Star Trek. En effet, ce reboot, qui n'en est pas un, a tendance à mettre à mal le canon de l'univers Star Trek. En gros, pour ceux qui n'ont pas encore tout vu, voici un résumé. Dans l'univers de J.J. Abrams, vieux Spock a pas réussi à sauver les ennemis romuliens avec qui il tente depuis longtemps de devenir pote. Un romulien avec de la technologie Borg remonte le temps pour tuer Spock, mais se trompe dans la date d'arrivée et détruit le vaisseau où se trouve la maman du capitaine Kirk sur le point d'accoucher de ce dernier. À partir de ce moment-là, la Kelvin Timeline débarque. Star Trek Picard officialise à son tour la destruction de la planète Romulus. Donc, le voyage temporel de Spock devient canon, et la TKL est une dimension parallèle à celle que nous connaissons. Bref, voici le postulat de départ que nous connaissons. Mais si en fait la KTL venait d'un autre événement? Voici les faits. Dans Star Trek First Contact, les Borg reviennent quelques jours avant le 5 avril 2063 pour empêcher le premier contact entre les humains et les Vulcains. On nous dit alors que c'est à cause du passage en distorsion du Phénix, vaisseau de Cochrane, que les Vulcains ont remarqué notre évolution et sont donc venus à notre rencontre. Mais question, les Vulcains n'auraient-ils pas perçu la venue d'un vaisseau Borg, ou du moins leur scanner n'aurait pas trouvé des ondes énergétiques de ces débris en venant à notre rencontre sur Terre? Est-ce qu'ils ne sont pas capables de détecter une anomalie temporelle, même si les Vulcains ne croient pas au voyage dans le temps? Du coup, est-ce que les Vulcains ne seraient pas venus pour les débris Borg à la base? Mais en voyant le passage en distorsion de Cochrane, ils auraient peut-être fait demi-tour pour aller à la rencontre des humains. Pour info, il y a aussi l'Enterprise E dans les parages, qui même s'il cache sa présence, pourrait peut-être être détecté. Via cet événement, on sait aussi que dans la série Enterprise, des scientifiques de Starfleet trouvent en Antarctique des restes de Borg qui se réactivent et tentent de rejoindre le collectif dans le quadrant Delta. Ils n'y arrivent pas, mais parviennent à envoyer un message. Encore une fois, on sait qu'il reste donc de la technologie Borg sur Terre au début de l'exploration spatiale terrienne. Dernier fait, on nous explique souvent que la KTL pose un problème quant à la taille et à l'armement des vaisseaux. Ils sont plus gros et plus avancés que ceux vus dans l'originale série. Alors, qui nous dit qu'entre deux menaces, celle Xindi et la technologie Borg, Starfleet ne s'est pas mise à profiter de ces découvertes pour créer des vaisseaux bien plus armés et intimidants que ceux que nous connaissons en prévision d'un ennemi comme les Borg ou les créateurs des sphères? Cette théorie fonctionne quand on sait que Jonathan Archer de l'univers Miroir vole un vaisseau de l'époque de Kirk et fait gagner plus de 80 ans d'avance technologique à son univers, voire plus, vu la taille du vaisseau amiral Archeron qu'on voit dans le Discovery. Conclusion. Il se peut donc tout à fait qu'à la suite des événements dus au film Star Trek First Contact, la découverte faite avec la technologie Borg ait donné une impulsion dans la recherche technologique de Starfleet et lance ainsi la KTL qui démarrait après Enterprise face à la double menace Xindi identifiée et celle des Borg non identifiée à l'époque. Pour finir, un autre argument peut être avancé pour appuyer ma théorie. La section 31 est présente dès le début de Starfleet, et on peut imaginer facilement qu'elle a dû mettre la main sur les restes de rapports concernant les Borg, voire de la technologie Borg elle-même, et donc favoriser la militarisation de Starfleet, après la série Enterprise, et ainsi influencer Starfleet pour la construction de vaisseaux plus puissants. De là à dire que Discovery fait partie de la KTL, et il n'y a qu'un pas. En parlant de section 31, cette théorie en amène une seconde. Et si c'était Daniels, de son propre chef, qui avait enfin la guerre froide temporelle? On peut même imaginer qu'il modifia à plusieurs endroits la ligne temporelle, en choisissant celle qui arrangeait le plus la Fédération des Planètes Unies. Vous me direz qu'on a déjà vu des agents temporels ou des officiers de Starfleet qui vérifiaient l'application de la prime directive temporelle. Du coup, ils se seraient fait arrêter, surtout après la version de la Terre détruite au 32e siècle qu'on voit dans Enterprise. Mais s'il était un agent de la section 31 spécialisé dans le voyage temporel, une agence de la section 31 pourrait œuvrer dans le domaine du temps et modifier le temps à sa convenance. Le but de la section 31, c'est de faire le sale boulot que Starfleet ne veut pas faire. On l'a vu notamment dans Enterprise, dans DS9 ou encore Discovery. La section 31 ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Voici les arguments que j'avance. 1. Le costume de Daniels.
On a vu plusieurs fois des membres de Starfleet venant du futur ou venant d'une section temporelle de Starfleet. Tous portent des costumes au code couleur identifiable. Daniel, lui, porte un costume noir. Quand il invite Archer sur la planète de l'Enterprise J, il porte alors un costume entièrement noir. Et qui porte des costumes entièrement noirs dans toutes les séries Star Trek ? La section 31. Dans une série où les codes couleurs sont si importants, ce n'est pas anodin du tout. L'équipage de Daniels. À chaque fois qu'on voit Daniels, il agit seul. Quand il invite Archer sur la planète de l'Enterprise J, ce n'est pas sur la passerelle qu'il l'invite ou dans les bureaux du capitaine, mais c'est dans une simple coursive, comme s'il ne voulait pas attirer l'attention. Vous me direz, s'il est en mission, c'est peut-être normal, et il le dit plusieurs fois qu'il agit seul. Mais nous en avons vu des officiers temporels de Starfleet, et tous, et même à différentes époques, avaient un embryon d'équipage ou un vaisseau en support. Ils n'agissaient jamais vraiment seuls. D'ailleurs, hormis dans Discovery, tous les agents de la section 31 agissaient seuls. We are Starfleet or not. Dans un échange avec Archer, on sait que Daniel vient du 31e siècle, qu'il connaît aussi la faction des Nagul, qui sont les plus virulents dans la guerre temporelle. Néanmoins, quand Archer lui demande s'il est de Starfleet, Daniel lui répond que non, il n'est pas un officier de Starfleet. La guerre temporelle et Control. Bon, Control est une IA introduite dans la saison 2 de Discovery. L'IA a été construite pour faciliter la prise de décision en temps de crise. Néanmoins, une anomalie du 28e siècle a poussé l'IA à vouloir prendre le contrôle de la Fédération, et de ce qu'on a appris via la mère de Michael Burnham, Control a également détruit toute forme de vie au 32e siècle. Avec l'arrivée de la série Picard, je me suis demandé comment le Zadvash n'était pas intervenu. Pour faire simple, dans Picard, on apprend qu'il existe une faction secrète romulienne au sein du Tal Shiar, qui surveille l'évolution de la vie synthétique. On sait depuis quelque temps que la franchise Star Trek va, comme pour le MCU, favoriser l'interconnexion avec les séries en cours et la production des futurs films. Du coup, on peut se poser la question suivante. Qu'a fait le Zadvash pour arrêter Control ? Bref, je me suis mis à partir dans tous les sens sans réponse. Et là, je me suis rappelé d'un détail qu'on connaît, un ennemi de la Fédération du 28e siècle. Un élément assez dangereux qui justement force ce fameux Daniel à intervenir pour prévenir Archer. Il s'agit de Jamran Arnott. Oui, c'est le gars fantôme qui améliore les Suliban dans Star Trek Enterprise. Alors même si ce que je vous dis vient de sources peu ou pas canon, on sait qu'il a de l'ADN Suliban, terrien et romulien. Et là, tout paraît prendre son sens. Il a brisé à plusieurs reprises les accords de la non-intervention temporelle. Il pourrait donc avoir à interférer avec le Discovery, même si celui-ci était un projet secret au sein de la Fédération. Ce personnage est aussi d'ascendance romulienne, et les Romuliens étant de très bons espions, il a pu profiter d'un élément peu connu de l'histoire de la Fédération pour provoquer un chaos temporel. Bref, ma théorie est un peu tirée par les tubes de Jeffries, et je sais que Kurtzman ne cherche pas à créer des choses cohérentes, mais on peut vraiment se demander ce que fait le Zadvash et comment dans le futur il a pu laisser Control prendre une telle place dans l'univers. Là, j'ai aucune idée. Si vous en avez, je vous invite à me les dire dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de tout cela. Toujours avec le 28e siècle, on sait aussi que dans ce siècle, les Borg peuvent toujours exister. Suite à l'interaction entre la technologie du 28e siècle et un Borg, on a vu dans Voyager ce qu'il pouvait en être du collectif dans le futur. On peut aussi supposer qu'avant la destruction de toute forme de vie, Control et les Borg aient pu avoir une interaction ou une confrontation. Mais là, on ne peut pas vraiment imaginer ce qu'il se serait passé. On peut juste souligner que le contact entre le collectif et Control peut amener un certain désordre à la chronologie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis n'hésitez pas à me donner des nouveaux sujets ou à échanger avec moi via les commentaires pour les prochaines vidéos. Je vous remercie. Fin du journal de bord.